Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première séance de pratique et usage de l'image de 2017. Nous avons donc le plaisir, sur ce cycle consacré à l'itinérance, d'accueillir Thierry Girard. La question donc du voyage, la question du périple, des traversées, hein, je reprends des mots qu'il utilise, des en allées, hein, voire cette notion d'errance toponymique. On verra chez Thierry l'importance des noms et des noms de lieux, notamment la toponymie. Il a même récemment évoqué une errance de nature philo-poétique. Voilà, donc ce sont tes mots, tu les expliqueras peut-être à certains moments, mais une chose est certaine, c'est que tu as conçu beaucoup de tes travaux autour donc du déplacement. Alors tu nous expliqueras évidemment ta pratique vis-à-vis de cela, comment tu es arrivé d'ailleurs à privilégier ce genre de projet à l'intérieur desquels l'engagement physique joue un rôle quand même important, mais à l'intérieur de cet engagement physique, il y a aussi un positionnement intellectuel qui me semble extrêmement important chez Thierry Girard, ce positionnement intellectuel que l'on peut voir à travers ses écrits, qui sont de différentes sortes, les écrits non publics, hein, les carnets de route que tu tiens depuis des décennies, les textes que tu publies sur ton blog depuis maintenant combien, une quinzaine d'années Non, de 2009. 2009, oui. Et puis les textes que tu publies, soit dans les livres ou bien au cours des expositions qui accompagnent donc ces expositions. Hein. Oui, alors, je pense que je vais vous proposer, puisqu'il s'agit en fait, autour de la question d'itinérance, c'est pas simplement la question du voyage, mais c'est l'idée d'un parcours qui est relativement élaboré et qui est lié à un certain nombre à un certain type de protocole de travail. Et ce sont ces protocoles de travail que je vais essayer de vous faire partager à travers ces différentes séries qui sont effectivement chronologiques, c'est-à-dire qu'on va partir des toutes premières photos que j'ai faites. Donc un travail que j'ai fait dans le quartier de l'East End à Londres, qui à l'époque où il était essentiellement encore un quartier populaire. Moi je conçois ce premier travail d'abord comme un apprentissage, hein, de la façon du regard, et je le conçois aussi comme un apprentissage du monde en général, c'est-à-dire comment sortir, je sors de mon cycle d'études, je viens d'être diplômé, etc. Mais finalement, je n'ai pas de connaissance du monde. Et donc, l'idée d'aller à Londres, c'est une manière aussi de rentrer en collision avec un monde que je ne connais pas, et je me mets à arpenter la ville. C'est-à-dire que je n'essaie pas je me mets dans une situation qui est, c'est le cas de dire d'ailleurs, mon errance à travers la ville s'apparente à la dérive urbaine prônée par Debord et les situationnistes, et je ne cherche pas à ni raconter une histoire, ni faire un reportage sur tel ou tel aspect de ce quartier. Je suis simplement à marcher pendant des heures, à passer, à faire des kilomètres dans la ville, et à essayer d'ajuster mon regard à ce que je vois. Après, je me suis mis à travailler dans le nord de la France, ce travail-là frontière, donc qui est fait en 84-85, c'est le premier travail où je mets en place le protocole qui va structurer et définir la suite de mon travail. C'est-à-dire que je décide de faire un trajet du Rhin jusqu'à la mer du Nord, en longeant la frontière nord-est de la France,
sans forcément photographier la frontière comme telle, mais il y a un travail sur l'idée de seuil, de franchissement, de limite, d'altérité. Que ce soit dans la manière de construire l'image, la présence de lignes, là par exemple sur la photo de gauche aussi cette idée de védouté, de franchissement du regard à travers la fenêtre, etc. Et puis surtout ce qui est important, c'est que je décide que la restitution du travail se fera dans la continuité géographique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des photos et de les mettre sur une table et puis après de mélanger, de reconstruire quelque chose, mais de respecter l'idée du récit d'un parcours, sachant que les photographies se nourrissent progressivement des photographies précédentes. Et donc je notais le kilométrage sur ma voiture, et le 22e jour de prise de vue, 23e jour de prise de vue, etc. Et à chaque fois, un kilométrage très précis, ce qui m'a permis, puisque j'avais différents appareils, j'avais du moyen format, j'avais des Leica, etc., après de déterminer de manière très précise quelle photo précédait quelle autre, etc. Voilà. Il s'agit de mes premières marches photographiques. Je vous ai scanné en fait les pages de la première marche du livre, hein, qui montre aussi donc là le rapport à la littérature. C'est-à-dire que par exemple, cette première marche, elle est faite, je viens d'arriver à La Rochelle, je découvre mon nouveau territoire et je décide de l'arpenter à pied. Donc je fais 6 marches photographiques sur mon nouveau territoire, et la première, non c'est la seconde marche d'ailleurs. Et la seconde marche est dédiée à... Il y a ma femme qui est sur le point d'accoucher, je suis dans l'attente de la naissance de mon fils, et donc je vais faire cette marche le long du littoral. Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, donc je m'inquiétais un petit peu, mais bon, j'ai fait cette marche dans cette attente, et donc il y a à la fois une citation, là c'est une citation de l'Odyssée, hein. Il y a un petit texte de moi, qui est un petit texte poétique, hein, qui est lié aux notes que j'ai prises, que je prenais au jour le jour. Et puis alors on trouve aussi, et on retrouvera ça un petit peu plus tard sur d'autres projets, je note sur les cartes au 25 millième. Là par exemple pour le travail sur la frontière, j'étais encore sur des grandes cartes. Et là pour la première fois, avec la marche photographique, je commence à travailler sur les cartes IGN au 25 millième, et donc je note les noms de lieux qui m'intéressent et par lesquels je passe. Hein, bon. Qui sont même pas ce ne sont pas des villages, hein, ce sont vraiment des noms de lieux, hein, que je repère sur la carte. Pour l'instant, tu te contentes, si je puis dire, de les noter. Voilà, tout à fait. Après, tu auras un autre dispositif. Voilà, tout à fait. Oui. Alors ça, c'est un travail qui suit, où je descends le fleuve Charente depuis la source jusqu'à l'embouchure, et je commence par descendre à pied le fleuve. Donc les pieds dans l'eau, et jusqu'au moment où on a de l'eau jusqu'à la taille, mais on a marché plusieurs jours comme ça. C'était en été, l'étiage était bas, et donc on a pu marcher plusieurs jours dans le milieu du fleuve, en n'étant pas mouillé au-delà de la ceinture. Et après, quand le niveau de l'eau a augmenté, on a descendu le fleuve avec un Zodiac. Et là, pour la première fois, j'utilise une reproduction de la carte IGN comme légende. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des relations graphiques formelles entre l'image et la carte. Il y a aussi le fait que la carte ce qui est intéressant, c'est que ça devient aussi un espace poétique. C'est parce que c'est une fausse information. Une carte, vous découpez 6 cm par 6 cm la carte IGN de n'importe où en France, si on n'est pas sur une grande ville, ou s'il n'y a pas le renvoi même à un nom de village, etc., ce qui est souvent le cas sur ce travail-là, on ne peut pas savoir où on est. Donc il
il y a quelque chose, on est dans... On donne une information et en même temps cette information elle est totalement énigmatique. On ne sait pas où on est et il y a une manière comme ça en fait de jouer sur un rapport entre la carte et le territoire et en même temps sur quelque chose qui reste délibérément poétique. Voilà. Tout à l'heure tu nous disais que tu notais les noms de lieux. Maintenant Là, je les repère. Je les repère et j'y vais. Et tu construis ton trajet à partir Absolument. des noms de lieux que t'aimes, voilà. qui sonnent bien à ton imaginaire. Ce regard poétisé sur le paysage, c'est aussi une reconstruction du territoire lui-même, au-delà du paysage. C'est-à-dire c'est un imaginaire du territoire qui se déploie et qui vient parfois se confronter au réel. Au territoire réel. La manière dont je vous présente aussi mes différents projets, c'est que ce soit, quel que soit le type de traversée du territoire, de parcours, d'itinéraire, etc., il y a la mise en forme d'un récit. Et donc ce récit, il trouve sa place de manière logique dans l'espace du livre. Alors que dans un espace d'exposition, il va falloir fragmenter. Dans un livre, il va y avoir 100 photos, dans l'exposition, on peut en mettre que 30, etc. Donc, j'ai toujours eu l'impression que l'exposition était une espèce de résumé du travail, alors que le livre était son achèvement. Donc là, je suis invité en résidence à la Villa Kujoyama au Japon, donc où je vais passer 4 mois. Et sur un projet qui consiste à reprendre la route du Tokaido et à reprendre le principe des stations, c'est-à-dire que Hiroshige avait peint 53 stations, plus la gare d'arrivée, la gare de départ, la station de départ et la station d'arrivée, et donc son recueil d'estampes, les estampes ont été faites entre 1832 et 1836, son recueil d'estampes comprenait 55 images. Et donc, j'ai fait un travail et un livre où il y a 55 photographies qui ne sont pas forcément prises exactement à l'endroit. Parfois, on n'est pas loin. Je m'inspire beaucoup des estampes de l'ukiyo-e, d'Okozai et d'Hiroshige dans la construction de certaines images, avec des petits personnages, avec l'étagement des plans, avec cette espèce de bleuté dans le fond, etc. Je joue sur des scènes de rue qui sont à la fois précises et énigmatiques, comme dans les estampes. Voilà, donc il y a tout un travail de référence extrêmement précis aux lieux, aux estampes et à cette histoire de la représentation. Ce travail-là sur le Japon marque une seconde phase, je dirais, enfin, ou plutôt une troisième phase de mon travail, qui dure jusqu'à aujourd'hui, hein, donc avec un regard à la fois critique et poétique sur le paysage, mais où la dimension critique du paysage est quand même très, 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 très importante. C'est-à-dire que je ne suis pas dupe du pays que je traverse ou des formes de représentation qui m'ont précédé. Je décide de traverser la France en traçant une ligne droite sur la carte de France. Donc je fais plusieurs essais, nord-sud, est-ouest, et puis finalement je décide de partir du Cabanon Le Corbusier, près de Nice, et puis de monter jusqu'à Ouessant. Et donc je longe cette ligne droite que j'ai tracée sur la carte, en ne cherchant pas à aller vers des endroits touristiques, des hauts lieux, etc. Simplement en étant simplement contraint par la carte, par la ligne que j'ai tracée sur la carte. C'est quand même ça fait contrainte. Oui, mais c'est une belle contrainte. Alors ce livre-là est quand même important parce que dès le départ, je le conçois comme un livre de texte et un livre de photographie. Et donc c'est un gros livre où la part du texte est effectivement très importante. Et ce texte, c'est pas simplement le récit du voyage, c'est-à-dire que je prends des notes évidemment le soir, à la fin de la journée de travail, ou quand je suis trop fatigué, je me remets ça au lendemain, mais bon, j'essaie d'avoir des notes précises sur ce qui s'est passé, sur des rencontres, voilà. Mais après, les textes sont complètement réécrits, c'est-à-dire que le journal de voyage, il est étoffé par toute une réflexion sur ce qui m'a nourri intellectuellement et artistiquement. Hein, avec
des renvois à ce que j'ai lu, à ce que j'ai vu, ou à des expériences précédentes que j'ai pu avoir. Donc on est au-delà du carnet de route. Grand voyage en Chine, sur les traces de Victor Segalen, donc le plus long voyage qu'il ait fait dans l'ouest de la Chine. Il avait tracé une grande diagonale, là aussi, moi je trace une diagonale à travers la France, et Segalen avait tracé une diagonale dans l'ouest de la Chine. Et là, j'utilise notamment, alors, moi j'ai un livre culte depuis que j'ai 20 ans qui est équipé, qui est un livre magnifique où on est en permanence là aussi dans le récit du voyage et l'imaginaire du voyage. Ça, ce sont des travaux plus récents, donc un travail à Shanghai où j'essaie de déterminer, d'interroger les limites de la ville. Et comme c'est une ville qui n'a pas de limite, qui est en une espèce d'expansion continue, et même sur le plan administratif, il y a une espèce de recomposition métropolitaine permanente, etc., je me dis, le meilleur moyen de procéder, je prends le métro et je descends à la dernière station de chaque ligne de métro. Et le principe, là aussi, il y a un protocole de travail, c'est que on arrive de bonne heure le matin, on a toute une journée pour... en travaillant à la chambre, on ne peut pas faire énormément de photos. Donc il faut qu'en une seule journée, pour chaque station, j'organise un récit en images qui soit suffisamment fort et cohérent. Donc avec donc des paysages urbains. Donc là, on voit bien la dernière station. Bon, depuis, ils en ont construit d'autres, mais bon. Et des portraits. Comme tu le disais à un autre moment, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir là-dessus, il y a des moments ça résiste. Ah oui, il y a des moments ça résiste. Du paysage. Oui. Alors, là, par exemple, cette série-là, j'ai passé presque toute la journée dans la proximité de la station elle-même, puisque on descend de la station, un petit chemin sur berge, on entre dans un village de petits ouvriers, un mélange de taudis et de trucs comme ça, et puis finalement on y reste. Donc j'ai construit mon histoire en étant à 500 mètres de la station. Et puis il y a des fois où il a fallu crapahuter pendant 10-15 km pour ramasser quelque chose qui permette de construire un récit de la dernière station. Voilà. Ça, c'est un travail aussi assez récent sur une ligne de métro à Tokyo. Alors, je fais une ligne de train qui fait 80 km, 49 stations, et je descends à chaque station, je fais des photos soit depuis le quai, soit en sortant de la station, mais en restant à proximité. Là, on voit bien que le train est pas loin, etc. Voilà. Et donc, c'est toute une réflexion sur le paysage vernaculaire japonais, là aussi qui renvoie au travail sur le Tokaido, l'idée des stations, etc. Et surtout, quelque chose qui est une approche, non pas critique, mais simplement ne pas être dans une relation emphatique avec la beauté du paysage. Voilà, on est sur des paysages que moi j'aime. Voilà. J'avais énormément de plaisir, station après station, à fureter dans ces petits... dans ces différents endroits et à traverser ce paysage ordinaire du Japon. La fameuse trilogie que tu évoquais, donc un travail sur la mémoire du paysage, où là, on est moins, sauf pour le troisième, on est moins dans l'idée du trajet, de l'itinéraire, de la traversée du paysage, mais où je vais vers des lieux où il s'est passé quelque chose au fil des siècles, dans l'idée de rébellion et de résistance. Donc là, on est dans le Limousin, ça s'appelle Paysage insoumis, et donc l'idée, c'est de photographier des lieux où il y a eu des actes de rébellion et de résistance au cours des siècles, jacquerie paysanne, grèves ouvrières, résistance, etc. Chaque image est accompagnée d'une petite notice que tu as faite toi-même, et qui raconte en quelques lignes l'événement
qui justifie ta présence, Voilà. finalement, sur ces lieux. Sachant aussi qu'il y a justement cette résistance du paysage qui fait qu'il y a des endroits où il y a eu des événements forts et où je n'ai pas pu photographier parce que le paysage ne disait pas, ne répondait pas, ne voulait pas me donner une image. Et donc je ne voulais pas simplement être dans un rapport simplement documentaire, dire il s'est passé quelque chose là donc je fais une photo. Il fallait en même temps qu'il y ait une forme de sidération de l'image qui emporte le regard au-delà simplement du seul fait qu'il y a une épaisseur d'histoire qui est inscrite dans ce paysage. Par exemple, c'est exemplaire dans le travail qui suit, Salle des Fêtes, hein, où je travaille dans les Ardennes sur le territoire de la défaite de 1870, d'où le titre Salle des Fêtes. Mais là, je ne vais pas photographier des lieux où il s'est passé précisément quelque chose. Même si j'ai fait ma recherche documentaire et je sais où ont lieu les différentes batailles, les accrochages, etc., finalement, je considère que l'ensemble du territoire est un territoire de la défaite. Et donc, je photographie l'ensemble du territoire sans chercher à savoir si tel lieu est plus important que d'autres par rapport à l'histoire. Et ma question, ça serait, est-ce que vous avez encore vraiment besoin d'un sujet ? Oui, ma chère. Ça me tient. Sinon, non, j'aime ce genre de contrainte. C'est une contrainte roborative. C'est une contrainte roborative. Mais c'est vrai que, on va le voir aussi sur le train. On n'a plus le temps, mais il faut dire aussi que tu arrives avec des livres. Non, mais c'est l'autre épaisseur aussi du voyage. Voilà, tu arrives dans une forêt, tu es logé dans un bungalow à côté d'un étang et tu as avec toi... Walden de taureau. De taureau. Bon, voilà. Et je me dis, je vais faire mon petit Walden. Ouais. Voilà. Et puis, ça ne marche pas. Et donc, je sors de la forêt, et là, je savais que... Bon, je connais un peu mon histoire, mais je me rends compte que, plus que je ne le pensais, je suis au cœur de la bataille qui précède la défaite de Sedan. Ça s'est passé là, de l'autre côté de la forêt. Et je me dis, mon travail, il est là. Voilà. Donc, c'est le dernier boulot. Hein, et donc là, je traverse l'est de la France sur les traces de la deuxième DB. Mais on n'est absolument pas dans une relation hagiographique de l'épopée militaire. Même s'il y a des traces de temps en temps. Ah, il y a des traces. Il y a les lieux sont précis. Ouais. Les lieux sont précis, mais voilà. Tous mes trucs, ce sont des prétextes pour traverser le paysage. Que ce soit sur ce travail-là ou sur Salle des Fêtes, je veux dire, la relation à l'histoire est aussi une relation au second degré, une relation ironique. Hein. Dans l'échange qu'on a eu, on a évoqué notamment, dans l'échange épistolaire qu'on a pu avoir, cette question de la dimension ironique de mon rapport au paysage et au territoire. Voilà. Merci. Maintenant, j'attends vos questions. On a été un petit peu rapide sur la fin, je suis désolé, mais bon.